peut espérer un jour aller vers un monde de paiement unifié? Alors, pour l'utilisateur, lorsqu'on se déplace en Europe, on a sa carte, on se sent unifié. Mais finalement, dans la vraie réalité des mécanismes, on est sur des systèmes qui sont extrêmement nationaux. Je prends un exemple concret, la France, nous avons carte bancaire, en Allemagne, nous avons Giro. Et tous ces systèmes, finalement, c'est la magie de la monétique, fonctionnent. Mais ils ne sont pas unifiés au sens où ce n'est pas un seul système qui domine, à la grande différence des deux blocs, américains et chinois, qui, eux, ont un système plutôt unifié par la nécessité de leur nombre. Si on se projette un peu vers l'avenir, vers quoi est-ce qu'on peut aller en matière de paiement? Alors, on parle beaucoup de paiement instantané, qui est effectivement, lorsqu'on est un retailer et que l'on vend une montre d'un certain prix, effectivement, la notion d'instantanéité a du sens. Donc ça, c'est effectivement la tendance forte, qui va peut-être s'accompagner même avec un autre paradigme en termes de coût. On pense à la gratuité des paiements. C'est ce qui aujourd'hui est communément entendu. L'autre aspect, bien évidemment, c'est la reconnaissance faciale avec les nécessaires évolutions qui doivent nous permettre d'avoir 2 ou 3 facteurs d'identification, puisque finalement, je peux me faire voler ma carte bleue, je peux avoir, mon code peut être dérobé. Mon téléphone portable, on s'aperçoit que c'est sécurisé, mais pas tant que ça. Donc voilà, on va aller vers une utilisation plus simple, peut-être sur la biométrie. En Chine, aujourd'hui, il y a des reconnaissances sur la biométrie dans des modes ultra performants comme les transports en commun, qui nécessitent un temps d'accès rapide. 2, nécessairement beaucoup de sécurité, puisque qui dit instantanéité dit forcément que l'on mette des pare-feux pour éviter de se faire dérober. On parlait tout à l'heure des paiements qui peuvent se faire instantanément entre des banques de compensation. Si demain une banque virtuelle se crée et part en courant avec l'argent d'un grand groupe, on voit évidemment les conséquences. Et le troisième aspect, c'est je crois que le monde du paiement, et on le voit avec des opérateurs par exemple français, vont aller de plus en plus vers les pays dans lesquels la bancarité n'existe pas. Je pense à la Chine, je pense à l'Afrique, pardon. Je pense à tous ces pays dans lesquels finalement aujourd'hui une solution carte est trop coûteuse et ce développement massif va être important. Je prends juste un dernier chiffre qui est quand même très important en termes de compréhension de ce monde-là. 80% des transactions dans le monde à l'heure où on se parle sont plus ou moins faites en cash. Sur ces 80% de transactions, vous en avez à peine 8% qui sont faites grâce à les 20% qui restent, il n'y en a que 8% qui sont faits avec des cartes digitalisées. Et sur ces 8%, vous avez encore à peine 3% qui ne sont faits que de digitalisation de bout en bout. Ce qui veut dire que si on multiplie tout ça, on a à peine moins d'1% aujourd'hui de transactions qui sont digitalisées de bout en bout. Et c'est ça la révolution. C'est cet aspect-là qui va être très important de digitaliser massivement toutes les transactions mondiales. Si tu dois donner un conseil à un trésorier qui réfléchit aujourd'hui à une structure, une mise en place de ces moyens de paiement, comment est-ce qu'on doit choisir? Alors ça, c'était la question de mon CFO tous les trimestres en me disant quel va être le nouveau moyen de paiement universel. Je crois qu'il faut bien connaître bien évidemment son cœur de cible, son métier, pour adapter un paiement chinois. Aujourd'hui, un encaissement chinois nécessite d'avoir un usage de paiement que les Chinois savent utiliser quotidiennement. Donc j'ai envie de dire, le trésorier a son rôle moteur, c'est à lui d'être bien au courant de tout ce qui se fait, de bien comprendre dans quel écosystème il est, et potentiellement aussi d'aller vers les solutions qui sont les moins coûteuses, les plus opérantes, et puis qu'il ait aussi une vision un peu plus loin, et c'est un message que l'ancien trésorier passe à ses confrères. Réfléchissez aussi avec votre comptabilité pour que l'ensemble du processus soit digitalisé de bout en bout, c'est-à-dire que du moment où vous arrivez en caisse jusqu'au moment où ça va être lettré dans votre comptabilité, aujourd'hui des entreprises comme la mienne proposent de faire ce bout de chemin entièrement digitalisé. C'est là où aujourd'hui une entreprise va gagner de l'argent, plus que de vous faire un marketing en vous disant je suis le meilleur ou ma page internet est la plus belle. Ça n'a pas de sens aujourd'hui, il faut vraiment aller au fond des choses, bien comprendre les technologies qui sont derrière pour ne pas se faire abuser potentiellement par des solutions qui pourraient être très intéressantes comme ça d'un point de vue marketing, mais qui s'avèrent être peut-être moins opérantes dans la vraie vie, parce que c'est la vraie vie qui nous juge. Un dernier point peut-être, est-ce que faire un lien entre la fidélité et le paiement, ça reste un sujet pour le trésorier? Alors, Wirecard a commencé son business dans une grande part de la fidélité, donc c'est effectivement un sujet fort. Après, la fidélité, c'est quoi? C'est je suis un garçon et on m'envoie une proposition sur une robe. Pas très opérant. Donc, la fidélité, ça nécessite quoi? Ça nécessite de capturer des informations que nous avons et dans le même temps de savoir les traiter. Et tout cet écosystème va créer, pour les jeunes qui sont derrière nous, va créer des métiers
l'analyste sur la data, va créer des pertinences et va forcément créer du volume. Merci beaucoup Lionel. Merci Je Cécile. cède maintenant la parole à l'Amphi pour une table ronde justement sur le sujet du paiement. Merci. À vous l'Amphi. Je suis vraiment très heureux que vous soyez tous là et que vous aimiez les Beatles. Mais vous allez voir, au cours de la journée, vos voix vont s'échauffer et je pense qu'en fin de journée, vous serez parfait. Alors, nous allons avoir une grande session, la grande session de la matinée aujourd'hui est entièrement consacrée à une problématique qui nous intéresse tous comme consommateurs, pas forcément tous comme trésoriers, mais qui quand même doit nous amener à nous rappeler que nous avons une vie personnelle qui parfois est technologiquement très avancée, quand notre vie professionnelle l'est un peu moins. Et donc on va essayer de discuter de tout ça avec deux parties dans cette table ronde. Une première partie où je serai très heureux d'accueillir Marc et ses invités. Marc et ses invités qui peuvent prendre place. Et puis nous aurons une deuxième partie où j'inviterai Benjamin et Javier à venir nous parler de quelque chose que vous connaissez certainement tous comme passagers des compagnies aériennes, donc ce que fait IATA. Mais en fait, vous ne savez pas, et c'est bien pour ça que Benjamin et Javier sont là. Marc, merci. À toi. C'est trop cool hein, d'être John Lennon, hein, je vous préviens. Moi, petit, je voulais conduire les trains. Là, John Lennon, c'est très sympa. Bon, alors donc, on va plutôt revenir sur la banque, hein, parce que finalement, j'ai fait banque. Je me présente, Marc Espagnon, BNP Paribas. J'ai pas été trop doué pour le champ. Et donc, on va aborder en fait la question tous ensemble des moyens de paiement dans le B2C, hein, puisque c'est une question crucial en fait dans le B2C, tous les moyens de paiement, à la fois du fait de l'impact qu'ils ont sur l'expérience client et sur les parcours, où en fait ils positionnent le trésorier au-delà en fait un peu de son rôle traditionnel et il fait participer beaucoup plus à la stratégie commerciale de l'entreprise. Alors aujourd'hui on est dans un environnement où il y a un foisonnement de méthodes de paiement, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, un foisonnement d'acteurs. Et donc le trésorier, il faut qu'il se positionne un petit peu par rapport à tout ça. Et donc l'objectif qu'on s'est fixé, voilà, c'est de se faire une petite réflexion sur comment le trésorier doit se positionner par rapport à ce nouvel environnement. Et donc comme l'a dit Hervé, on va organiser une session en deux parties. D'abord, on a une première table ronde, donc on est 4, comme les Beatles. Donc Pierre, qui est responsable de la trésorerie. Du coup, j'introduis tout le monde. Ça, hein. Pierre, qui est responsable de la trésorerie du groupe Accor à la guitare. Il y a Olivier qui s'occupe de celle de SMCP. Et Emmanuel qui s'occupe des projets stratégiques chez AIP, qui est une de nos brillantes fintech françaises. Hein. Voilà. Donc, et on a cette première partie, puis on aura une seconde partie avec donc Benjamin Madjar sur l'instant payment et Javier Orejas, puisque il fallait que je prononce bien son nom. Voilà. Donc, pour introduire, déjà, je vais laisser la parole à Pierre, hein, qui va nous donner un petit peu un aperçu du sujet vu de chez Accor. Voilà. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Donc je suis le sosie de Paul McCartney, enfin quand il était jeune. Et donc vous avez vu, on fait tout comme les Beatles. Alors Hervé, ça c'est pas la cravate des Beatles, c'est la cravate du père des Beatles. Elle est trop large. Il faut un truc plus fin si on veut vraiment être Beatles. Il faut toujours commencer une conférence par une citation. Donc on va prendre une citation de John Lennon qui disait le rock français c'est à peu près comme le vin anglais. Tout ça pour m'excuser de la vidéo qu'on va passer qui est en langue anglaise. Vidéo, s'il vous plaît.
250 payment methods are developed and guests across the world want to pay with the payment means they are used to. But Accor hotels only accept 3. So these international guests are going to the competitors or are acquired by OTA, which leads to a loss of bookings and a loss of revenue. So, any solution? Customer-centric payment services is a project of small merchant platform that will enable you to accept everywhere more methods of payment, offer more extra non-room services to the guest, and manage a secured international cash flow. For guests, the deployment of customer-centric payment services will give them more payment choices for online bookings worldwide, increase guest journey experience with bundled offers. For hotels, the benefits of this new service will be to attract new guests and to reduce costs of payment. And for Accor Group, this new solution will simplify the development on scale of new payment solutions easier and faster, and create new income by participation on the payment volume handled by the payment partner. Customer-centric payment services is a great opportunity. Ça, c'est un petit peu un résumé de Hard Day's Night. C'est à peu près ma vie. Beaucoup d'initiatives et finalement 3 challenges importants. Le premier, c'est celui de l'adaptation. Dans un monde qui bouge beaucoup, avec une révolution des usages de nos clients, on se doit d'être en réaction et en adaptation permanente par rapport à leurs propres évolutions. Si je veux qu'ils continuent d'aller dans les hôtels que nous opérons, il faut que je sois sûr qu'on va gérer au mieux les moyens de paiement qu'ils préfèrent et la façon de payer qu'ils préfèrent, qui combine deux tendances assez différentes. Donc vous voyez, un environnement complexe, une jungle d'initiatives, et à travers ce maelstrom, il faut qu'on puisse intelligemment opérer, naviguer, encore une fois, pour un intérêt bien compris, qui est celui d'abord de servir nos clients primaires, pour ensuite servir et manager au mieux les intérêts des propriétaires des hôtels pour lesquels nous manageons les hôtels. Deuxième challenge extrêmement important, le challenge de l'innovation. C'est-à-dire que dans tout risque, il y a une opportunité, et on a très vite perçu chez Accor le fait que, au-delà de simplement d'être en réaction, il y avait certainement un vrai potentiel à pouvoir développer une offre intelligente qui encapsule le paiement et qui permette un parcours client beaucoup plus à la fois agréable pour le client, mais aussi intelligent et créateur de valeur pour les stakeholders que sont nos propriétaires. Et donc, c'est comment, dans un parcours client, je vais pouvoir encapsuler à la fois des services additionnels, c'est-à-dire pouvoir réserver une chambre, rajouter un spa, faire du F&B, pourquoi pas louer un spectacle, qui sait acheter un maillot du PSG. Bref, une offre assez complète et assez étendue, qui est simple à exprimer, qui est assez compliquée finalement à mettre en œuvre. Encore une fois, et a fortiori dans un parcours dans l'hôtellerie où on a constamment des allers-retours entre le monde digital, donc le parcours online, et le parcours physique. La grande différence de l'hôtellerie par rapport à d'autres industries, c'est qu'à la fin du jour, normalement, le client finit physiquement dans les hôtels. En tout cas, c'est préférable. Et puis, troisième challenge, après celui de l'adaptation et de l'innovation, celui de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça, j'allais dire, par philanthropie et goût démesuré de la technophilie, c'est vraiment parce qu'on est certain que c'est créateur d'un point de vue économique pour Accor Hôtel en tant qu'opérateur, puisque ça nous crée une différenciation positive par rapport à nos compétiteurs qui ne sont pas forcément aujourd'hui à ce niveau de réflexion, même s'il y a beaucoup d'initiatives dans la compétition, mais surtout pour les propriétaires d'hôtels qui, encore une fois, à travers la capacité que nous avons à augmenter la satisfaction client, la réplication client et l'intensité de leur consommation lorsqu'ils ont un parcours au sein de nos hôtels, permet de dégager une valeur au bénéfice de tous les acteurs. Voilà un petit peu dressé le panorama de la journée du trésorier chez Accor Hôtel sur les moyens de paiement client.
Alors, je vais juste revenir deux mots sur le sondage là, que je trouvais intéressant parce que je trouve qu'il montre très bien un petit peu comment, dans ce foisonnement de moyens de paiement, comment les choses avancent. Parce que on a toujours, alors ça dépend toujours bien sûr des cultures de chacun des pays, mais on voit bien ici qu'on a à la fois une grande permanence des moyens de paiement existants et que finalement changer les usages, changer ses habitudes, c'est quelque chose de compliqué. Je ne sais plus à combien était la carte, il me semble que c'était 95%. Le chèque avait encore aussi une place importante. Et de l'autre côté, on voyait, et je ne m'attendais pas autant en fait, que déjà les nouvelles méthodes de paiement type PayPal, il y avait Lydia, il y avait Apple Pay, commençaient déjà à prendre une certaine place. Et je pense que c'est assez caractéristique finalement de la période qu'on vit, c'est-à-dire à la fois des moyens de paiement bien installés qui sont pratiques, sur lesquels voilà, les usages mettent du temps à bouger, mais aussi ce foisonnement d'innovation qui montre qu'on n'a pas encore franchi le point d'inflexion, mais on a de plus en plus les conditions réunies pour le faire. Alors, en tant que banque, on est fabricant de moyens de paiement on va dire, traditionnellement. On a créé les anciens. On essaie depuis une grosse dizaine d'années de lancer, même une quinzaine, de lancer le paiement mobile en France, par exemple. C'est quelque chose qui est compliqué parce que, comme je le disais, les usages mettent du temps à changer. Les technos n'étaient pas forcément les bonnes. On a essayé le paiement en mettant les applications de paiement sur la SIM. Après, on a fait Paylib. Et puis maintenant, notamment dans le cadre de BNP Paribas, on a aussi notre initiative qui est LifePay, qui est une démarche beaucoup plus intégrée sur les parcours clients. Et donc, on est face à cette création de moyens de paiement. Et en fait, on se rend compte que notre rôle de créateur de moyens de paiement, il n'est plus du tout le même qu'avant, puisque avant, on créait des moyens de paiement, vous équipez tous avec et vous les utilisiez. Aujourd'hui, mettre en place ces nouveaux moyens de paiement, notamment dans le cadre des nouveaux parcours qui intègrent des composantes en ligne beaucoup plus fortes, ça nécessite d'avoir un dialogue et en tout cas une intégration et un rôle du commerçant qui est beaucoup plus fort pour à la fois s'approprier la nouvelle méthode de paiement et l'expliquer aux clients, mais également l'intégrer complètement dans son marketing. Donc on est dans cette période que je trouve assez passionnante, à la fois d'un foisonnement d'innovation, mais également d'un dialogue qui doit être beaucoup plus nourri avec les commerçants pour voir ce qui va servir. Et donc ça m'amène un peu à ma première question. Je vais rebondir donc du coup sur ta présentation, Pierre. Tu montrais que le fait de disposer de beaucoup de moyens de paiement pouvait être un avantage concurrentiel. Ma première question, c'est finalement comment est-ce qu'on choisit les moyens de paiement? Est-ce qu'on les met tous? Est-ce qu'il y a des business cases à définir? Et comment le trésorier s'intègre en fait dans cette réflexion digitale au sein de l'entreprise? C'est là la grande difficulté. Est-ce qu'on les met tous? La réponse est non. Est-ce qu'on les met de manière stricte? La réponse est non. Le vrai défi, c'est d'être flexible dans la manière avec laquelle on va offrir ces moyens de paiement, a fortiori pour une clientèle hôtelière qui est une clientèle qui voyage. Et donc, il peut commencer généralement son parcours client sur Internet avec son moyen de paiement préféré dans sa géographie. Et puis finalement, on va venir à 3, 4 000, 10 000 km de là, se présenter à l'hôtel et voir que son moyen de paiement préféré n'est pas accepté. Et donc, ça crée une rupture entre guillemets dans la perception et dans le parcours client qui est extrêmement désagréable. Donc, la manière avec laquelle on regarde ce sujet, c'est vraiment plutôt sur une notion de parcours, plutôt que sur une notion, j'allais dire, assez binaire de je l'offre dans telle géographie ou je l'offre pas dans cette géographie. Après, la difficulté, encore une fois, c'est cette convergence entre le parcours digital et le parcours physique. Donc, à la réponse, est-ce qu'on les offre tous? La réponse est non. Est-ce qu'on regarde intelligemment, de manière pragmatique, accompagner les flux de voyageurs les plus significatifs pour pouvoir leur offrir un parcours le plus fluide possible, qu'ils démarrent chez eux, qu'ils finissent chez nous, qu'ils recommencent ailleurs? La réponse est oui. Et alors, toi, Emmanuel, qui a une vision un peu différente du marché, comment les clients justement viennent s'adresser à toi? Est-ce que là aussi il y a des démarches différenciées qui intègrent notamment, comme le disait Pierre, les secteurs d'activité, les types de parcours clients, ou est-ce que finalement tout est à disposition et plus il y en a, mieux c'est? Il y a vraiment différentes approches. La première, qui est celle qui fait généralement le plus de bruit, c'est le directeur marketing qui a entendu parler d'une nouvelle solution de paiement. Il la veut absolument et donc il faut aller vite. Et c'est là où justement nous on va se poser un peu en recul en disant ok, est-ce qu'elle fait du sens? Est-ce qu'effectivement il y a un intérêt économique? Des fois il y en a un, mais non pas directement en tant que moyen de paiement, mais finalement en termes marketing, positionnement et autres. Donc ça c'est déjà un premier aspect auquel il faut parfois savoir répondre rapidement. On n'a pas tous besoin d'avoir Alipay. On adorerait
je pense, tous dans la salle, avoir 1 milliard de Chinois dans nos boutiques, en tout cas nos marchands, mais on ne les a pas tous. Donc, est-ce qu'il y a besoin ? Pas forcément, mais il y a plein de méthodes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est effectivement celle qui a été mentionnée, c'est je veux m'étendre. Donc, en France, on est très carte, même s'il y a plein d'autres méthodes de paiement, mais dès qu'on sort un peu de nos frontières, on va au nord, Bancontact, on va en Allemagne, Sofort. Et là, il y a un double déclic aussi qui doit s'opérer. C'est que certes, il y a besoin d'un moyen de paiement, mais finalement, il y a besoin de comprendre ce moyen de paiement. Je me souviens très bien d'un marchand qui nous dit on va absolument mettre ça, on va typiquement aller déployer un pays. Et on lui dit attention, il y a des cas de contestation en fait assez fortes et assez faciles sur ce moyen de paiement. Vous êtes prêts ? Oui, oui, j'en ai absolument besoin. Et là, on a dû l'accompagner justement en lui disant attention, un moyen de paiement, c'est pas que permettre aux gens de payer, c'est aussi de contrôler toute la chaîne du risque. Et là, je pense que ça parlera justement aux gens qui sont dans la salle, c'est qu'effectivement, le rôle, c'est finalement d'analyser le risque qui est lié à ces moyens de paiement, et donc il faut savoir l'accompagner tout au long de cette chaîne-là. Et le troisième élément, c'est que finalement, une fois qu'on a mis un moyen de paiement, il y a, on l'a dit, un peu de marketing, un peu de finance, il y a un langage commun à établir. Et ça, on l'a très bien vu, et c'est comment finalement faire en sorte de mettre des indicateurs que tout le monde peut utiliser. Un moyen de paiement, une fois qu'on l'a déployé, comment on le supervise? C'est pas que la finance qui va se retrouver un fichier et puis va falloir injecter ça dans le RP. Il va falloir le suivre d'un point de vue marketing, et on s'est tout de suite nous positionné, et on l'a vu, tous les workshops qu'on fait avec nos marchands, c'est créer un langage commun qui peut être aussi utilisé par le contrôleur de gestion, par la DAF, par le marketing, et finalement comprendre son utilité, ses risques et tout ça. Il y a vraiment 3 notions à prendre en compte à chaque fois. D'accord. Et alors, on a le choix de ces moyens de paiement, comme tu l'expliques, qui dépendent de pas mal de facteurs. On a, comme toujours, des questions techniques. Ça, c'est, on est quand même entre trésorier, banque et fintech, toujours occupés à brancher des tuyaux. J'avais une question pour Olivier, justement. Comment est-ce qu'on déploie ces nouveaux moyens de paiement et cette diversité de situations ? Merci Marc. Avant tout, je voudrais resituer le groupe SMCP. Il s'agit du groupe Sandro, Mage et Claudie Perlot qui, à travers ces 3 marques, a pour ambition de déployer et de devenir un des leaders mondiaux du luxe accessible. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on a un parcours à la fois, après avoir atteint plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on a un parcours digital très important et on a une proportion de notre chiffre d'affaires online qui est très importante. Et je retrouve dans les propos de Pierre les éléments qui sont les nôtres aussi en termes de réflexion. C'est qu'aujourd'hui, on adresse à la fois une clientèle qui consomme en local, mais qui aussi consomme à l'étranger. Donc il faut qu'elle retrouve ses moyens de paiement lorsqu'elle voyage. Alors en fait, ça s'adresse essentiellement à la clientèle asiatique et chinoise. Quand elle vient en Europe ou quand elle vient aux États-Unis, elle a besoin de retrouver ses moyens de paiement. Nous, notre objectif, donc pour revenir à la question, notre objectif principal, c'est la manière dont on construit le projet, ce sont les attentes de nos 3 marques, qui peuvent être parfois convergentes, mais aussi divergentes. Donc une fois qu'on a bien synthétisé les attentes de nos 3 marques, nous regardons cette fois-ci le focus des attentes du marché. Chacun des marchés sur lesquels nous opérons dans 40 pays, quelles sont les attentes des moyens de paiement et les habitudes de consommation et de paiement des utilisateurs. Puis ensuite, on se tourne vers les éditeurs, les apporteurs de solutions, et nous, notre objectif, c'est d'aller vers les éditeurs qui soient les best in class et qui aient surtout une capacité de nous aider à déployer les moyens et les solutions le plus rapidement possible. Encore une fois, la logique, c'est SMCP déploie plus de 100 points de vente par an dans le monde, donc il faut être très rapide et très agile. Et puis, au travers de ces solutions-là, si bien sûr sur étagère il y a des quick wins, eh bien, nous les engrangeons et ça nous permet de déployer ceci très rapidement. Donc, encore une fois, un axe marché. Quelles sont les attentes du marché? Quelles sont les attentes des marques? Quelle est la rupture et l'innovation que nous apportons? Et comment nous allons pouvoir opérer ceci le plus rapidement possible? D'accord. Et chez toi, Pierre, la logique multi-enseigne aussi est... Beaucoup de ce qu'Olivier a décrit est vrai. Hein. Il faut qu'il y ait un business case. C'est là où il peut y avoir effectivement divergence de vues. Le business case d'un vendeur en région, d'un marketeur, d'un trésorier ou d'un responsable IT n'est pas forcément le même.
Il y en a un qui va être beaucoup plus sur l'opportunité, effectivement, la visibilité et tous les effets d'halo attendus, et d'autres qui vont être beaucoup plus, effectivement, sur une approche budgétaire ou de contraintes techniques, voire liées à la sécurité. Et donc à la fin, il faut qu'il y ait une forme d'arbitrage, mais ça commence toujours par un business case. Ensuite, la manière avec laquelle, effectivement, on va le déployer, une fois qu'on est assez convaincu que c'est créateur de valeur, encore une fois, pour nous, pour nos clients, pour nos partenaires, eh bien, on va de la même manière essayer de solutionner ça à travers, généralement, la mise à disposition de solutions apportées par l'extérieur, qui ensuite s'imbriquent bien sûr dans nos chaînes, avec la difficulté, encore une fois, très particulière à l'hôtellerie, où on doit faire converger la solution apportée par un prestataire externe, de nos infrastructures internes, des infrastructures de l'hôtel, qui appartiennent souvent à un propriétaire qui n'est pas accord, et où il faut effectivement qu'il y ait une forme d'interopérabilité entre tout cet environnement, d'infrastructures, d'applications, et presque d'environnement juridique également, de façon à ce que tout ça, à la fin, soit réellement fluide pour le client et crée la valeur attendue initialement. Et quand l'organisation d'accord évolue, il faut faire évoluer aussi un peu le setup, oui, c'est plutôt stable. Quand l'organisation d'accord évolue, ça c'est un peu, c'est une litote, parce qu'elle évolue tout le temps. Mais effectivement, puis l'organisation par nature évolue. On a des développements, on achète des marques. Nos flux de voyageurs évoluent très vite, très rapidement. Les usages de nos clients évoluent très rapidement. Les services que l'on bâtit autour de la simple nuitée sont aussi en foisonnement permanent. Donc ça, j'allais dire, c'est le motto. Et c'est pas de l'agilité pour de l'agilité, c'est pas de l'agitation. C'est vraiment la capacité à déployer des solutions qui soient les plus flexibles et les plus réactives possibles, encore une fois, dans l'idée de créer de la valeur pour le client primaire et nos partenaires. Alors, quand vous êtes homogène, une petite question pour Emmanuel, c'est une... Tu voulais un micro, peut-être? Oui. C'est quelque chose que tu vois, toi, comme d'assez standard dans le marché, ou il y a d'autres types de manières de déployer justement les moyens de paiement? On va toujours être limité par la technique, de toute façon. Il y a un moment donné, il faut effectivement trouver cette agilité. Donc nous, on est ravis, on fait partie des plateformes de dernière génération et on se veut assez rapide, donc c'est bien, c'est tant mieux. Et en plus, il y a un foisonnement, on l'a vu au départ, Apple Pay, Google Pay, enfin tous les wallets, ça va assez vite. Mais après, la notion de technicité, elle n'est pas... on va l'appréhender de deux façons. C'est-à-dire, soit on est dans un parcours complètement intégré et on va avoir une vision très customer-centric. Le problème, c'est que sur certains aspects, il y a une confrontation. Je prends un exemple tout bête, et on l'a vu, à l'heure actuelle, c'est la grande mode des magasins, je rentre, je sors. Tout le monde en rêve, c'est le Graal ultime. Mais à un moment donné, comment on fait quand on a quelqu'un en magasin qui dit « Ok, je peux payer par mon application » et qui sort? Comment on contrôle qu'effectivement, ce n'est pas un fraudeur? Comment on arrive à faire ça? Et donc, il y a une notion, technologique, bon ça, on y répond, et avec... les moyens de paiement, il y en a partout. Je me souviens du tout premier moyen de paiement qu'on a mis chez iPay, qui était en Pologne, chez les 24, on s'est arraché les cheveux. Et puis, et d'ailleurs, on en avait parlé avec le groupe Accor, c'est un moyen de paiement très complexe, mais c'est pas grave, des sociétés comme la nôtre ont des ADN pour répondre à ça. Mais après, c'est quand on va sur du wallet, quand on va effectivement sur des expériences nouvelles, mais en fait, ça change complètement la structure. Et là, justement, le DAF doit mettre en ordre finalement une gestion du changement, de la transformation digitale. Je reprends mon exemple, je paye, je rentre, j'ai une application, je scanne, je sors. Okay. Et comment je contrôle? Et comment je forme mes magasins? Et qu'est-ce que je mets en place pour former mes vendeurs? Et donc, un moyen de paiement, finalement, peut enclencher des réflexions de transformation qui sont assez fortes derrière et qui, en tout cas chez nous, typiquement, nécessitent des accompagnements assez forts et qui vont au-delà de la simple technicité. Parce qu'un moyen de paiement, on va prendre l'exemple d'Alipay, il y a deux façons de le faire. Ok, on en choisit un, on le déploie et puis on y va. Oui, mais finalement, le fait d'avoir fait ce choix a un impact en magasin et donc on va reprendre toutes les équipes et on va valider ça. Ça, c'est très important. D'accord. Alors, on est dans un monde là où on va dire on élargit les offres, on innove. J'ai envie de poser une petite question qui va plomber l'ambiance. Comment est-ce qu'on intègre, quand on a des changements réglementaires, un peu toute cette envie de fournir des solutions extrêmement fluides aux clients? Je pense qu'on en a une notamment qui arrive là, dans les mois prochains, qui est la mise en place de la DSP2 avec les RTS, hein, qui nécessite de renforcer, on va dire, les authentifications fortes, donc qui cassent un petit peu les parcours clients. Et donc la question que je voulais te poser d'abord, Pierre, c'est quand il y a un changement réglementaire comme ça, déjà, comment est-ce que vous le considérez et comment vous interagissez
c'est aussi au sein de l'entreprise pour finalement faire un peu le rôle qu'on fait nous souvent en tant que banquier, c'est apporter les mauvaises nouvelles. Là, c'est un peu toi qui deviens le porte-parole. Ça bien d'être solidaire. Ouais, je suis pas le seul, puis à la limite, c'est pas grave, c'est partie de la description de poste d'être entre guillemets le porteur de mauvaises nouvelles. C'est une vraie difficulté. On est de plus en plus dans un monde réglementaire d'injonctions paradoxales qui vont à l'encontre aussi des souhaits des clients, qui sont aussi schizophrènes, comme on l'est tous. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir au desk d'un hôtel quelqu'un qui souhaite que quand il arrive, on ait tous les moyens quelque part à travers des programmes de fidélité, l'usage de son moyen de paiement, de le reconnaître et de le valoriser pour ce qu'il est. Et la minute d'après, un autre client qui veut faire valoir son droit à l'oubli et prendra très très mal quand on lui dise « Bonjour monsieur Boisselier ». Donc voilà, c'est le monde dans lequel on vit. À la fois avec des gens qui veulent une expérience de plus en plus personnalisée, qui veulent absolument être identifiés pour ce qu'ils sont, et dans le même temps, être certain qu'il n'y a pas, entre guillemets, le côté invasif, d'où tous les mécanismes de data protection, de sécurité, etc. Il faut qu'on navigue. On n'a pas d'autre solution que de naviguer, entre guillemets, dans ce contexte réglementaire. On ne peut pas s'y échapper, et on ne doit pas s'en échapper. Mais voilà, il faut trouver les moyens intelligents. Il y en a. On peut parfois, de certains facteurs de risque, trouver des opportunités. Un exemple très simple, aux États-Unis, une des grandes pratiques quand vous êtes dans un hôtel pour vous identifier quand vous arrivez, c'est votre carte bancaire. C'est pas très PCI DSS compliant. Quand vous substituez ça à une identification par la carte de fidélité, vous avez le double bénéfice de vous mettre en conformité par rapport à PCI DSS et de créer un lien fort avec un programme de fidélité qui est le meilleur des moyens pour créer de la réplication, donc du chiffre d'affaires, donc de la valeur pour les partenaires et pour Accor. Olivier, chez toi, c'est maîtriser aussi le futur changement sur l'authentification forte? Alors moi je le vois plutôt sous un angle de gestion et de suivi de la fraude sur la partie commerce en ligne. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, finalement, toutes les transactions frauduleuses que nous subissons ou qui tentent de passer au travers de notre plateforme sont assez simples. Il n'y a pas d'authentification forte, il y a un certain nombre de critères qui activent aujourd'hui ça. Donc moi je le vois plutôt comme un élément extrêmement positif. Lorsqu'on vend en ligne des produits one-shot et qu'ils vont être expédiés et qu'ensuite, au bout de quelques jours, on subira ou pas un chargeback. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Et puis finalement, comme on fait appel aux meilleurs acteurs du marché, on considère que ce sujet, il est pour SMCP, mais essentiellement aussi pour nos fournisseurs. Alors nous, on a fait un peu en tant que banque, on a fait des tas, on va dire, entre nos commerçants fraudés, moins fraudés, pas fraudés, pour finalement essayer de travailler à la fois sur ceux qui avaient déjà beaucoup d'authentification forte, essayer au contraire de faciliter les passages, ceux qui étaient fraudés, de baisser un petit peu la fraude. Donc on a ce travail-là. J'avais un peu cette question à poser aussi à Emmanuel. Toi aussi, tu as une diversité de situations qui est large. Donc finalement, quel type de discours tu tiens par rapport à tous tes marchands? Effectivement, on a une diversité assez large. On a un acteur du gaming où typiquement quand on l'a pris, il était à 6% de fraude, donc il était quasiment en train de se faire couper par les réseaux et il a fallu le descendre très rapidement. Et puis d'autres qui ont des activités où pour frauder, par exemple, pour acheter un magazine, non, personne ne va le faire. Quoique, on a vu des cas parfois un peu bizarres. Mais il y a une approche un peu particulière sur la fraude. Moi, ce que j'aime bien déjà, c'est qu'un client qui vient nous voir et qui nous dit « je veux pas de fraude », on lui dit merci monsieur, mais on va pas travailler ensemble déjà. Parce qu'en fait, la fraude, pour nous, ça doit être maîtrisé. De la même façon, effectivement, que Olivier le mentionnait, finalement, on refuse tous les faux positifs, quoi. C'est ce qui aurait de pire pour le business. Donc, finalement, il faut la contrôler. Et le changement, ce qu'il implique, c'est que, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, on s'est fait suffisamment de meetings ensemble, mais il implique une énorme différence, c'est que finalement, on doit donner et envoyer énormément de données, justement, sur cette transaction, pour que l'émetteur, à la fin, puisse prendre le choix. Bon, nous, super. Parce qu'effectivement, le discours qu'on a eu dès le départ, c'est de dire on va maîtriser la fraude, mais on va prendre toutes votre données. Puis on ne parle pas données juste, OK, donnez-moi votre adresse IP, le pays de la carte. On parle de données transactionnelles. C'est comme ça que, typiquement, on a réussi à réduire cet acteur du gaming ou qu'on a travaillé, effectivement, dans certains marchands du retail, c'est de comprendre toutes les données marchandes. Alors, ravi que le système, finalement, aille dans cette voie en disant, oui, il y a effectivement une transaction, c'est pas juste une carte, je vais simplifier, c'est en fait tout un ensemble d'informations qui permettent de détecter la fraude.
Maintenant, ils ont été un peu forts. Il y a peut-être moyen de réguler un peu tout ça, mais en tout cas, l'avancée est bonne. C'est la donnée qui va permettre de réduire tout ça. Alors, on a parlé là un peu du choix des moyens de paiement, de cette diversité. L'autre question qu'on se pose toujours en tant que banquier, c'est finalement la place du moyen de paiement, puisque historiquement, comme je le disais, on avait tous son chéquier dans la poche, ça se voyait, on a encore sa carte plastique, ça se voit, et finalement le paiement, c'est un acte relativement disjoint de l'acte d'achat. Et on voit qu'avec l'innovation, le paiement il est en train de changer un petit peu de statut. Alors on essaie, je citais tout à l'heure une fintech qu'on a créée avec le Crédit Mutuel qui s'appelle LifePay, qui a pour but justement d'intégrer le moyen de paiement dans des parcours commerçants en fournissant des parcours de fidélité plus intégrés. On a la forme la plus aboutie, qu'on cite toujours, qui est celle d'Uber, où le paiement a complètement disparu, ce qui pour nous banquiers, c'est pas le cauchemar absolu, parce que c'est quand même nos moyens de paiement qui sont utilisés derrière, mais c'est des choses qui rendent le paiement complètement invisible, on va dire, par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, donc qui modifie beaucoup notre rôle. Et donc on est aujourd'hui sur ce changement qui est que les méthodes d'achat, la manière dont les attentes des consommateurs évoluent, font que le paiement disparaît un petit peu. Alors ça, c'est un peu le point de vue de la banque, et je voulais poser la question justement à Pierre et Olivier sur, finalement, vous, votre client. Alors non plus par rapport seulement au paiement, mais par rapport à votre activité, qui est pour toi de fournir des services, pour Olivier plutôt des biens. Comment est-ce qu'évolue en fait l'attente du client et comment elle impacte derrière la manière dont vous allez penser le paiement dans ces parcours? Il y a quand même des permanences. Ce que tu décrivais, c'est le côté irritant du paiement dans l'acte commerçant. Il a toujours existé, il existera toujours. Et tout ce qui peut, quelque part, simplifier par la disparition progressive de la phase de paiement une transaction, qu'elle soit de biens ou de services, est quelque part, implicitement, un souhait du client et donc un intérêt bien compris du marchand. C'est un peu le collier de perles du Club Med il y a des décennies qui permettait effectivement de pouvoir avoir des consommations extrêmement fluides sans avoir l'impression de passer par un acte de paiement. Cette tendance-là, elle continue. Je dirais, elle continue, par contre elle mute sur des usages qui sont différents, clairement qui sont différents, où le client veut de manière certaine de plus en plus que son moyen de paiement soit accepté de manière la plus fluide possible, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, dans le monde réel, dans le monde digital, chez lui, en déplacement, en voyage, qui puisse quelque part compléter un parcours, le modifier sans que nécessairement ça demande à chaque fois, entre guillemets, de repasser par la case paiement. Et typiquement, l'hôtellerie, pour ça, c'est le meilleur exemple, parce que si vous êtes allé à l'hôtel il y a quelques temps, ça change un peu, mais vous passez votre temps à sortir votre carte. Vous sortez votre carte pour réserver en ligne, vous sortez votre carte quand vous arrivez pour faire le check-in, vous redonnez votre carte au check-out, vous allez au restaurant, vous redonnez votre carte, vous prenez un spa, vous redonnez votre carte. Tout ce qui peut atténuer cette permanence, ou cette présence de l'acte de paiement dans l'offre de service est d'une manière ou d'une autre toujours bien perçu par le client, avec deux caveats, qu'économiquement ça reste intelligent et que d'un point de vue de sécurité ce soit complètement efficient. Parce que rien n'est pire pour le coup, effectivement, qu'un client mécontent parce qu'à la fin du jour, parce qu'on a créé cette fluidité, on a, entre guillemets, affaibli la sécurité qu'on lui doit. Olivier, côté distribution, comment interagit l'online et les magasins? Alors, nous, lorsqu'on vend des produits, la problématique simple, c'est ai-je le bon produit au bon moment? On en revient tous à nos cours de marketing, si on en a fait, ou suivi. Et donc, pourquoi il faut être ainsi? Puisque aujourd'hui, nous sommes dans une société d'instantanéité. Je veux, en tant que consommateur, tout de suite le produit. Donc, qu'est-ce que doit faire le commerçant? Il doit être capable de tenir sa promesse en termes de disponibilité du produit. Où est mon produit? Il est ici ou il est ailleurs. Et au risque de perdre le client. Si le client n'a pas son produit au moment où il le veut, et avoir aussi, je pense au commerce en ligne, mais même le commerce physique, s'il n'a pas son produit, eh bien, il va arbitrer. Il va aller acheter autre chose. Un bien, un service. Nous avons donc affaire à un consommateur qui peut être extrêmement volatile. Alors, une des premières réponses, c'est de passer par l'omnicanal, mais j'irai même plus loin, par le commerce unifié.
Commerce unifié, c'est de pouvoir unifier les 3 socles principaux du commerce, donc, que sont mes disponibilités de produits, donc au travers de la gestion de mes stocks. On va parler d'OMS, Order Management System. C'est un système d'information qui permet à tout moment de savoir où j'ai du stock, que je sois en tant que client en ligne ou en magasin. La personne en magasin sait dire où il y aura du stock, dans une autre boutique, dans un quartier à côté, ou alors en ligne. Et dans ce cas-là, on va transformer l'acte d'achat par un acte d'achat non plus en magasin, mais en ligne, mais cette fois-ci depuis le point de vente. Le deuxième point de ce socle, c'est la connaissance de mon client, donc le fameux CRM. Et donc il faut aussi pouvoir unifier les bases de mes clients. Je dois pouvoir reconnaître en magasin mon client qui est un client habituellement en ligne et vice-versa, afin d'avoir et de pouvoir d'avoir le message approprié, de pouvoir lui proposer des biens et des services complémentaires. Et troisième point, alors sur ce second point, SMCP est en train d'y travailler énormément puisque nous avons déployé un outil de CRM, l'OMS est en cours, et le troisième socle, bien sûr, c'est la brique paiement. Nous en venons au sujet qui nous anime aujourd'hui principalement, c'est la brique paiement, et là, c'est pouvoir unifier aussi le paiement, que ce soit en digital et en magasin, au travers, pourquoi pas, d'un panier dit hybride. J'ai commencé mon achat en ligne et puis je l'ai terminé en magasin, ou alors je suis en magasin, je n'ai pas le produit disponible et donc je vais passer sur tablette pour pouvoir faire mon achat qui sera en ligne, mais livré en magasin, livré chez moi, livré sur mon lieu de travail. Donc toute cette problématique, elle est importante pour nous, c'est je dois pouvoir fournir le produit au bon moment et immédiatement, au risque de perdre mon client. Sinon, les clients seront beaucoup trop volatiles aujourd'hui. Et quelle est je ne sais pas s'il y a déjà des statistiques, mais quelle est à peu près la part des ventes qui se font avec ces parcours un peu omnicanaux? Alors aujourd'hui, c'est assez balbutiant puisque des 3 socles, des 3 briques qui constituent le socle du commerce unifié, nous n'avons pas encore unifié le paiement. Donc ça crée un parcours en magasin en point de vente qui peut être un peu plus compliqué, mais aujourd'hui c'est une petite proportion, nous sommes bien d'accord. La partie essentielle, c'est la gestion de mes stocks. Je dois être capable de savoir où j'ai du stock et comment je vais pouvoir servir mon client le plus rapidement possible et déclencher une logistique de livraison qui soit complètement adaptée aux besoins et aux attentes du client. Je peux répondre à ça. On a sorti un communiqué de presse là, dernièrement avec un acteur du retail qui avait déployé justement la tablette vendeur couplée à du paiement unifié. Et il y a 2 informations qui sont sorties. La première, c'est qu'il a augmenté son chiffre d'affaires de 6% en magasin. Donc on a trouvé ça déjà assez impressionnant. Et effectivement, puisque c'est lié à la promesse de quand je rentre dans le magasin, interdiction qu'ils sortent sans rien. La gamme est assez large, on ne peut pas avoir tout en magasin, mais en tout cas avec les bons outils, on est capable de faire ça. Et la deuxième, dans le paiement unifié, je reviens, c'est très intéressant. On a fait une petite analyse marketing. Et on a vu un vendeur et on lui a dit tiens, typiquement, vous avez fait une campagne marketing là, pour attirer beaucoup de gens sur le online. Et donc, vous avez dépensé très cher pour acquérir des nouveaux clients. Est-ce que vous savez s'ils sont vraiment nouveaux? Et en fait, ça commence par là déjà, l'omnicanalité. C'est la connaissance du client. Une fois qu'on a sa connaissance, alors là, je reprends tout à fait l'injonction paradoxale, c'est je veux qu'on me serve, moi, mais je ne veux pas dire qui je suis. On a fait une étude LSA là-dessus et on est complètement schizophrénique, mais il y a des petits moyens en tout cas de l'amener avec un parcours intelligent. À partir du moment où on le motive, quand on a de la tablette vendeur, quand on a effectivement des parcours omnicanaux, la personne du coup comprend pourquoi elle doit s'identifier. Mais du coup, si elle s'identifie a fortiori sur le web de manière obligatoire et qu'on a eu sa carte, alors effectivement les RGPD rentrent en compte, mais si on a eu sa carte en magasin, on est capable de dire bah, vous savez, typiquement, il y a tant de personnes qui sont venues sur votre dernière campagne marketing et en fait, il s'avère qu'il y a 15% de gens qui n'étaient pas nouveaux, qui étaient de tel magasin et de commencer à analyser. Donc une fois qu'on a déployé les moyens de paiement, une fois qu'on a compris comment on identifie, et là, pour moi, c'est la pierre angulaire, c'est l'identification du client et comment on va faire ça. Après, on peut commencer à travailler des parcours, effectivement, comme a indiqué Olivier, et puis surtout en sortir des indicateurs. Pour l'instant, à mon avis, le marché, il en est là. C'est finalement, on va unifier le paiement, les moyens de paiement, avoir des parcours un peu sympas, mais surtout, on va essayer d'en tirer déjà des données. Je pense que 2020, 2021, on aura les données, on commencera à toucher dedans, mais là... quand vous voyez des données assez rapides là-dedans,
vont commencer déjà à avoir des gros impacts au niveau des divisions marketing et qui sont pourtant des données fournies par la DAF direct, que nous on leur fournit en tout cas. Tu parlais de fidélité. Du coup, comment interagissent justement le paiement et la fidélité? Est-ce que on se dit qu'il vaut mieux, on va dire, finir les parcours de fidélité en y intégrant du paiement, ou est-ce qu'on attend maintenant du paiement de fournir beaucoup plus d'éléments pour enrichir aussi ce qui se fait sur la fidélité? Là aussi, il y a plusieurs pistes différentes. Alors, il y a la piste classique qui consiste à émettre quasiment un moyen de paiement qui est à la fois un moyen de paiement et un moyen de fidélité. Il y a ça. Enfin, une des initiatives très connues, c'est la carte American Express Air France KLM, par exemple, qui est un très très bon exemple où vous faites converger sur un support et un moyen de paiement à la fois de la fidélité et le moyen de paiement en tant que tel. Encore une fois, de plus en plus, je crois que c'est la fidélité qui prime. Du coup, le moyen de paiement doit venir enrichir ça, ou en tout cas s'intégrer dans le parcours et dans la solution, dans le programme de fidélité mis en place par le marchand, que ce soit pour des services ou des biens, plus finalement que je ne crois aujourd'hui et demain à la vertu d'une carte de paiement ou d'un moyen de paiement qui encapsule de la fidélité. Encore une fois, je crois plus à la manière avec laquelle le paiement va renseigner, va enrichir la connaissance client, effectivement, et du coup, intelligemment, pouvoir réutiliser cette donnée, encore une fois, dans un cadre de programme de fidélité. La fidélité, c'est plusieurs choses. C'est d'abord beaucoup de connaissances clients. C'est de moins en moins forcément uniquement du rewards ou des bénéfices. C'est vraiment le sentiment de différenciation positive, et donc qu'on est traité, qu'on est reconnu et qu'on a une expérience singulière dans le bon sens du terme parce qu'on fait partie d'un programme de fidélité, plus encore une fois que des avantages. Du coup, la qualité que l'on pourrait avoir demain à traiter intelligemment les données en provenance du paiement pour une meilleure connaissance du client et donc une meilleure offre de fidélité, savoir qu'il est grand consommateur d'articles de sport et pouvoir, lorsqu'il arrive dans un hôtel, lui donner accès à des infrastructures sportives, voilà, ça c'est intelligent, ça crée vraiment un sentiment de différenciation positive et à mon avis, c'est là-dessus demain que les programmes de fidélité se bâtiront beaucoup plus, encore une fois, que sur un moyen de paiement qui encapsule de la fidélité. Olivier, tu es à peu près aligné par rapport à ça? Je rejoins Pierre, et la réflexion que je me fais, c'est que le retail a toujours existé. Il y a 20 ans, c'était une problématique de matériel. Est-ce que j'ai un TPE? Est-ce que j'ai un lecteur chèque? Est-ce que j'ai une caisse d'enregistrement? Aujourd'hui, nous allons très vite migrer vers une problématique de solution. Nos smartphones payent aujourd'hui et paieront de plus en plus. Et on verra un jour disparaître complètement les TPE dans les magasins et les systèmes d'encaissement. Et ce qui fait que la fidélité, on l'a au bout des doigts, qui a encore aujourd'hui sa petite carte en plastique de la meilleure jardinerie de France, j'en sais rien, pas moi. Donc elle est sur un smartphone et éventuellement l'acte de fidélité du retailer, elle se travaille ainsi. Donc nous, chez SMCP, on a pris le parti pris de ne pas faire de carte de fidélité. Déjà, nous avons 3 marques qui sont distinctes et différentes et qui opèrent de manière séparée. Donc on n'aurait aucun intérêt à avoir une carte SMCP de fidélité. On est plutôt partisan de reconnaître rapidement les habitudes de consommation de nos différents clients ou clientes, puisqu'il s'agit essentiellement d'un marché qui s'adresse aux femmes, et de pouvoir les gratifier, les reconnaître très rapidement et de pouvoir leur adresser un message qui soit personnalisé finalement en fonction des habitudes d'achat. J'achète plutôt l'été, j'achète plutôt l'hiver, je me porte plutôt vers des robes ou des pantalons. Voilà, donc c'est ainsi que nous, on préfère voir l'axe fidélité pour pouvoir ensuite adresser le message le plus approprié possible à la consommatrice, à la cliente, en évitant de surcharger celle-ci de messages. Voilà. J'avais donc ce que je vois Hervé qui me tient le minuteur. Non, j'ai du coup une dernière petite question en guise de conclusion, merci. C'était par rapport justement à la fonction de trésorier, de se dire, on voit qu'on est dans ce monde qui bouge, il y a des choses qui changent, puisque le trésorier, traditionnellement, il a toute une fonction de gestion des risques, de gestion de contrôle. Là, on voit qu'il va beaucoup plus vers le business. Comment vous estimez justement ce changement de position
du trésorier au sein de l'entreprise, l'opportunité que ça représente, et puis aussi le challenge que ça représente, parce que c'est aller vers des domaines qui nécessitent un peu plus d'acculturation. En 30 secondes, hein, parce que 30 sinon, secondes, allez, en 10, en 10 il faut vraiment tout faire pour faire partie de la solution, pas du problème. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tentation assez facile de jargonner, de se cacher derrière les acronymes, de se protéger derrière la réglementation, d'expliquer que ça va être compliqué, que ça va être cher. On doit être un facilitateur, on doit quelque part désamorcer tous ces freins pour contribuer aux mises en œuvre qui, à la fin, encore une fois, n'ont pour objectif que de créer de la valeur pour les clients et pour les partenaires, et surtout pas être, encore une fois, dans notre rôle en tant que gardien du temple, mais pas pour empêcher de rentrer. Olivier, tu as la même perception? Moi, j'ai rejoint SMCP il y a plus de 3 ans. Lorsque j'ai rejoint SMCP, on a tout de suite travaillé avec l'équipe digitale. On a une équipe digitale corporate et puis des équipes digitales pour chacune des marques. Et on a tout mené de front, c'est-à-dire le RFP pour trouver un nouveau PSP, ensuite parler de monétique en magasin. Donc effectivement, j'ai le titre de directeur monétique, mais en fait, non, c'est un projet, c'est un travail d'équipe qui se fait très en amont avec l'équipe digitale. On dessine les roadmaps ensemble, on les négocie, on les présente au COMEX. Donc voilà, donc je pense que vraiment, c'est sous cet angle-là que nous voyons les choses, un travail commun en équipe. Et aujourd'hui, finalement, nous, trésoriers, nous avons peut-être une place qui pourrait sembler glisser vers quelque chose de second plan, mais charge à nous d'être un peu plus acteurs de la démarche et d'assurer notre marketing en la matière. Merci. Je ne sais pas si on passe à des questions ou si... Ah, si, visiblement oui, visiblement oui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, mais nous avons donc notre bien-aimé Catchbox. Si quelqu'un a une question. Non. Ah, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel Lecher de Redbridge. Moi, je voulais savoir, en fait, peut-être si vous aviez un discours rassurant à apporter à tout le monde qui est face à des challenges d'intégrer beaucoup de nouveaux moyens de paiement, sur comment est-ce que ça se fait au niveau du suivi, comment est-ce qu'on arrive à vraiment s'intégrer par rapport à tous les autres outils qui sont déjà mis en place par la trésorerie. Bien sûr, il y a la question du choix. On va essayer de limiter et de choisir celle qui est la meilleure pour les clients, pour développer le business. Mais au niveau de la trésorerie, comment est-ce que ça se passe derrière? C'est-à-dire au niveau du pilotage des prévisions, enfin du suivi, oui, on va dire plutôt le volet trésorerie plutôt que le volet comptable. Voilà, un petit peu. On a beaucoup parlé front. Si on parlait un petit peu back office, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on peut suivre? Donc, il y avait la restitution pour le marketing, mais derrière, c'est sur l'activité de trésorerie. Et puis après aussi sur les relations avec les différents prestataires. Pour répondre à votre question, finalement, on regarde l'évolution des acteurs du paiement, où on est arrivé d'un modèle finalement où chacun avait une petite part, et donc du coup, quand vous deviez multiplier les pays, multiplier les moyens de paiement, vous étiez à chaque fois obligé de multiplier tous les contrats dans les différents pays, et puis on n'a pas évoqué, mais si vous avez des schémas un peu spécifiques, type marketplace et autres, vous êtes là. Et c'est pour ça que des acteurs finalement de dernière génération se sont créés en disant on va agréger tout ça et on va fournir qu'un seul reporting, on va construire de la business intelligence dessus, et c'est finalement la réponse que le marché a apporté aux besoins des marchands qui est de tout centraliser. Accor d'ailleurs mène ces réflexions de manière très forte qui sont les mêmes. J'ai une diversité de moyens de paiement, j'ai des acteurs qui sont de plus en plus nombreux, on l'a vu hier, il y en a un qui a été encore acheté pour 43 milliards, parce que ça répond exactement à cette notion. Mais c'est une évolution naturelle, donc à la limite, la seule réponse à apporter pour être rassurant, c'est de regarder maintenant finalement des prestataires de paiement de dernière génération pour essayer de simplifier ça. Je prêche un peu pour ma paroisse, j'en suis navré, mais finalement, c'est la réponse qu'a apporté le marché. Je te coupe parce qu'on ne fait pas de pub. Non, et l'autre point sur lequel je voulais rebondir, c'était que ce qui est certain, c'est que la multiplication des méthodes de paiement, elle fait aussi perdre un petit peu de vue que derrière, il y a des schemes et il y a des structures de risque qui ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que notamment en France, on est très habitué à avoir globalement notre système interbancaire qui était en tant que tel très sécurisé, et puis on avait quelques grands acteurs américains qui complétaient le dispositif. Il faut bien voir qu'effectivement, avec cette fragmentation des moyens de paiement, avec la multiplication de ce qui est proposé, on a des natures de risques complètement différentes, des droits d'ailleurs donnés aux consommateurs sur les méthodes de paiement qui sont employés, qui sont complètement différents. Enfin,
on parle beaucoup des wallets chinois, c'est un monde à part. Et derrière, des structures qui ont des qualités de crédit, des qualités globalement de taille financière qui ne sont pas du tout les mêmes. Alors souvent c'est des moyens de paiement qui sont en devenir, donc il n'y a pas forcément des risques, mais se posera aussi sans doute cette question lorsqu'on choisit le moyen de paiement, de regarder un petit peu la taille et l'assise financière qu'il y a derrière. Et je ne parle même pas encore des questions de conformité, qui est encore un autre sujet qui lui aussi sera, de toute façon, devra être abordé, puisqu'il y a globalement, on va dire, un renforcement de la part des régulateurs pour que tous les traitements, tous les contrôles anti-blanchiment, anti-terrorisme soient renforcés. Donc il faudra aussi que tout cet écosystème, à la fin, il s'homogénise. Je n'ai pas envie de dire qu'au départ, il faut que tout soit homogène parce qu'on risque de tuer complètement toutes les initiatives, mais à terme, ça doit converger vers ce qui se fait de plus sécurisé, qui, grosso modo, représente les moyens de paiement les plus utilisés aujourd'hui. Et puis quelques mots pour compléter, vu du trésorier. D'abord, il y a aussi des bénéfices quand même dans toute cette révolution-là. C'est que toute cette révolution-là accélère la disparition de l'usage des moyens de paiement physiques, le chèque, les espèces. Donc, dans un hôtel, le plus compliqué, c'est pas forcément de connecter ou de déployer un moyen de paiement sur le TPE, c'est parfois de faire le fond de caisse le soir. Et puis derrière, de gérer l'argent avec un transporteur de fonds si l'hôtel est important. C'est de s'assurer effectivement pour des événements que les chèques ou la gestion des chèques se fait de manière la plus sécurisée possible. Que quelque part, les évolutions actuelles poussent et mettre au rebut ces moyens de paiement qui sont quand même assez compliqués d'un point de vue de back-office, aident. Donc il y a aussi des phénomènes de transvasement. Ensuite, il y a de plus en plus aussi des facilitations qui se créent par des acteurs, je ne ferai pas de publicité pour les uns ou pour les autres, mais qui viennent offrir des solutions, entre guillemets, qui s'encapsulent entre votre environnement et l'environnement du monde des paiements, qui rend quelque part les choses très interopérables, très agnostiques, et qui vous affranchissent d'un certain nombre de contraintes de gestion ou de déploiement. Puis dernier élément, et c'est certainement le grand bénéfice, encore une fois, plus la disparition de l'acte de paiement se développe dans l'acte marchand, plus ça remet de la place pour les échanges humains dans la relation, et avoir quelqu'un qui vous accueille pour vous demander plutôt vos préférences dans l'hôtel que votre carte, encore une fois, en termes de perception et de capacité à se différencier, c'est quand même vachement mieux. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter là, malheureusement. Donc d'abord, je voudrais que vous les applaudissiez. En particulier pour un point absolument compliqué à gérer dans cette table ronde. Donc pour l'un d'entre eux, porter une cravate relève de la compliance, pour l'autre relève de la com. Voilà, mais on a réussi à faire en sorte, en leur donnant la même cravate à tous, qu'ils arrivent à peu près à gérer le problème de compliance et de com. Merci infiniment. Repartez en traversant Raveil Road. Il faut qu'on soit... Voilà, pendant ce petit changement, nous allons donc accueillir tranquillement Benjamin Madjar de Deutsche Bank et Javier Orejas. Il faut le prononcer, Javier Orejas de IATA. Voilà, donc dès que nos petits fauteuils sont partis, c'est très bien. The place is yours, please. Bonjour à tous, merci de nous accueillir par cette belle chanson que j'aime particulièrement. Nous avons une grande chance, c'est que Hervé nous a autorisé aujourd'hui à faire la moitié d'intervention en espagnol. Donc ça permettra d'ouvrir la porte justement à pas mal de questions a posteriori. Non, plus sérieusement, on va le faire en français-anglais. On a une grande chance, c'est d'avoir Javier, qui est espagnol lui, mais qui va nous faire la présentation d'anglais, nous parler d'un magnifique projet lancé il y a plus de 12 mois par IATA. Il vous décrira aussi exactement comment IATA, qu'est-ce que IATA, comment IATA fonctionne, quelles sont les initiatives et qu'est-ce que ça couvre. Je ne vais pas dévoiler les chiffres, mais je vais plutôt commencer par, de notre côté, quelques grands éléments, grands principes autour de
quand la trésorerie se met au service du commerce en temps réel. Donc mon travail à Deutsche Bank est assez formidable. Je passe mon temps à voyager pour aller rencontrer des clients, pour aller leur parler de leurs objectifs, de leur stratégie à 12, 24, 36 mois, à essayer de comprendre ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent développer, mettre en place. Et ça, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'Asie. Et donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir, avec mes collègues ici présents, un retour d'expérience de ces clients-là sur ce qu'ils veulent développer. Et nous, après, à nous de proposer par rapport à nos capacités, par rapport à la réglementation, des solutions, soit qui existent déjà, soit que nous co-développons ou nous co-innovons avec eux. Donc, par rapport à l'intervention précédente des 4 excellents professionnels qu'il y avait, je dois dire que je suis d'accord à peu près avec tout. Il y a un élément où je ne suis pas d'accord, c'est sur la partie achat d'un maillot du PSG, mais ça c'est très personnel comme commentaire. On a tous à cœur de regarder quel est le parcours client. Et donc, dans mon ancienne vie de consultant, pendant 15 ans, j'ai eu la chance de redescendre des parcours clients sur la partie order to cash, donc de l'initialisation de l'offre jusqu'à l'encaissement. Et c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui. Donc, pour vraiment comprendre ce que les corporates et le marché veut, on redescend sur ces processus-là, que ce soit sur la partie donc, collection ou sur la partie paiement, donc plutôt purchase to pay. Mais aujourd'hui, ce qui nous anime particulièrement, on va dire, sur l'exemple de IATA, ça sera la partie collection. On a la chance de découper ce processus-là, de faire des ateliers de travail avec les équipes de marketing, de vente, les équipes IT, les équipes trésorerie. Donc ce que je disais Pierre tout à l'heure justement hein, sur le client centricity, c'est notre approche de notre côté. Au customer centricity, c'était exactement le terme. Et on va loin dans la compréhension de ce qui doit être mis en place. On s'aperçoit que les projets sont très orientés paiement, on vient d'en parler, mais ce sont des projets d'entreprise. Donc on a un vrai changement autour de parcours client avec en point d'orgue le taux de transformation, qui est un élément important. Donc dans les 3 game changers du slide qui vous est présenté, on a la partie justement sur le... Non, on peut laisser le premier, si ça ne vous ennuie pas. Ouais, excusez-moi, le suivant était déjà passé. Donc on a vraiment cette notion de... on change les habitudes de paiement, de consommation, on va vers de plus en plus d'instantanéité dans l'acte d'achat et les corporates veulent avoir, sur la partie e-commerce, veulent avoir une transformation très élevée, avec peu de fraude. Et évidemment un encaissement immédiat et donc un très bon BFR, évidemment, et une très bonne réconciliation. Donc ça, c'est un élément fort du marché d'aujourd'hui et ce qui est souhaité. Donc l'exemple, et j'y reviendrai après plus en détail, mais principalement Javier reviendra sur, c'est un élément fort de ce que IATA met en place et est en train de développer avec nous. On a pour supporter tout ça des technologies innovantes, beaucoup plus, qui sont beaucoup plus, alors moins onéreuses à développer, qui sont à foison. On parle souvent d'API, donc Application Programming Interface, qui sont des éléments qui vont connecter plusieurs systèmes entre eux. Ce matin, j'avais un atelier autour des e-wallets et la connectivité entre un compte en banque et un e-wallet, c'est un élément très fort et important de ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché et ce qui est nécessaire pour faciliter la gestion de la trésorerie au sens large, les paiements et la collection. Et il y a un élément très important pour le monde bancaire depuis 4 ans, c'est ce qu'on appelle Open Banking. Donc je vais faire juste un petit zoom, un petit rappel sur Open Banking. C'est quelque chose qui a été initié il y a plusieurs années et dans plusieurs régions du monde. Et d'un point de vue bancaire, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça implique. C'est-à-dire que depuis la semaine dernière, donc le 14 mars, toutes en Europe, selon DSP2, toutes les banques en Europe ont dû ouvrir leur infrastructure en test avec un environnement de test pour ce qu'on appelle des third-party providers, donc des TPP, pour qu'ils puissent venir tester l'API et l'environnement. Tout ça pour permettre en septembre de cette année d'avoir une mise en place complète de DSP2, donc d'open banking pour toutes les banques européennes. Si on fait le compte des banques européennes, c'est 4500.
Donc c'est quand même un énorme chantier. Et donc aujourd'hui, la volonté de la Commission européenne pour l'Europe et des SP2, c'est de proposer déjà de nouveaux services au consommateur final, de proposer aux TPP, donc aux fintech, aux third-party providers, d'eux-mêmes de proposer de ces nouveaux services et d'avoir accès à toutes les données bancaires. Donc pour une banque, quand même, c'est quand même assez fort comme changement. Et en même temps, c'est permettre à des banques de proposer des services complémentaires, notamment autour du paiement. Et on va y arriver petit à petit avec l'exemple de IATA. Tout ça dans un cadre réglementaire qui encore en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Commission européenne souhaite avoir un moyen de paiement européen capable de concurrencer les moyens de paiement américains, que sont principalement les cartes de crédit et certains e-wallets, de concurrencer les moyens de paiement asiatiques, qui sont principalement des e-wallets autour d'Alipay, WeChat Pay, etc. Et ce, assez rapidement et assez fortement. Un concept, donc on va utiliser le terme de push payment pour tout ce qui est Payment Initiation Service, qui est un des 3 gros piliers du possible offert par DSP2. Il y a un élément qui est connexe à ça, qui est instant payment, puisqu'on parle de l'instantanéité des paiements. Et là, on a aujourd'hui déjà, par exemple, Deutsche Bank vous permet depuis novembre en Allemagne d'effectuer des paiements instantanés, donc en moins de 10 secondes, à un tiers, avec un déploiement petit à petit partout en Europe. Donc la volonté de la Commission européenne, c'est d'avoir une combinaison de Payment Initiation Service, donc push payment, avec instant payment, pour permettre de lancer un moyen de paiement avec une interface utilisateur, on va dire, favorable et facile, donc une expérience client très lean, comme on pourrait dire en anglais, avec derrière la possibilité de faire un paiement instantané sur votre compte en banque. Javier le décrira en détail. Sur les aspects globaux, parce que là j'ai parlé beaucoup de DSP2 et de l'Europe, il y a une tendance vraiment globale sur tous ces sujets, puisque en Inde, depuis 2016, a été lancé ce qu'on appelle UPI, qui est une sorte de centralisation, un open banking indien. On a des initiatives aux États-Unis et en Australie, et globalement, toutes les banques aujourd'hui sont soit réglementairement obligées de se conformer à DSP2 ou à d'autres régulations, au UK ça s'appelle Open Banking Initiative, soit de proposer des services complémentaires en fonction des API disponibles. Tout ça nous amène tout ça nous amène à quelques points clés qui sont remontés du terrain. Chaque année, nous faisons des grandes conférences avec nos clients et on a noté des points majeurs qui sont remontés. Parmi ces points majeurs-là, on a une notion qui reste très présente, qui est la notion de réconciliation. On en a parlé avant avec le parcours client. Je crois que c'est dans l'intervention avec Cécile en amont de la plénière. Il y avait un point qui était fait justement sur l'importance de la réconciliation et de l'application du cash. Clairement, aujourd'hui, c'est un point fort remonté par les clients en général. C'est un sujet qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est du passé, mais non. Pour avoir la possibilité d'avoir une gestion de trésorerie en temps réel et d'avoir des économies de coûts par rapport à ça, il est nécessaire d'avoir une bonne cash application. Ensuite, derrière, je parlais du taux de transformation. C'est clairement un enjeu fort du parcours client. Et d'ailleurs, les clients ne s'y trompent pas, ils préfèrent utiliser le real-time payment. Quand vous leur dites real-time, oui, enfin, pour collecter, pour payer, c'est moins quelque chose qui est ma priorité aujourd'hui. Je préfère envisager ça différemment. Et ensuite, derrière, on a, dès qu'on leur parle de API Open Banking, oui, ce sont des thématiques qui nous intéressent fortement, mais quels sont les cas d'usage? Où est-ce que je peux appliquer ça? Donc aujourd'hui, dans le travail que je fais, j'ai eu la chance il y a 16 mois de réfléchir avec Javier sur les objectifs de IATA. On a travaillé sur
ce qui était possible au niveau réglementaire. Et aujourd'hui, donc, on a la chance d'avoir Javier qui va nous présenter par rapport à ces remontées clients fortes du terrain et sur un vrai cas d'usage pour l'industrie aérienne. Donc, je vous invite à applaudir Javier qui est ici présent. Okay, bonjour. I'm sorry because my level of French is not enough just for making this presentation, but I promise that next year, if I'm invited, I will try to make it in French. So I hope I will be able to clarify all the points that you have, because I understand that you mentioned my name several times, so I hope that I will be able to clarify everything. So first of all, before jumping into the presentation, I want to talk about some few notes about IATA. IATA is the International Air Transport Association. We are a non-profit organization, and our main mission is to represent, lead, and serve the airline industry. Our members are 284 airlines, which represents around 85% of the global air traffic. And for the members, and basically in order just to achieve our mission, we are providing some kind of services, financial services. We have operations, we have business, financial services in 183 countries worldwide. And last year, we processed through our systems 400 billion USD. Can I just say a word? Yeah, sure. Non, les 3 points sont quand même incroyables. C'est qu'on les prend à l'envers, 400 milliards de dollars de flux traités, présents dans 180 et quelques pays et représentant 280 airlines. Donc c'est vrai que la IATA, qui est une organisation non profitable, ou en tout cas est quand même un animal, entre guillemets, excusez-moi, sorry, a strange animal. And so this project is very keen to show how IATA is useful for the airline industry. Okay. Good, thank you. So let's start from the beginning. I mean, what is IATA Pay? IATA Pay, and in somehow is connected to the presentation of Benjamin. IATA Pay is a strategic industry-owned form of payment based on instant bank transactions. So what we want to develop is a new form of payment, leveraging on something which is the global trend right now is the open banking regulations, or the open banking environment. It's something which is changing right now in the payment landscape. And then on top of, we are utilizing, in all the countries where IATA Pay will be implemented, we are utilizing instant payments, or real-time payments, and you are going to understand the reason in some slides later, in order just to develop this new form of payment which will be utilized by the airline industry. IATA Pay is a multi-country and a multi-regulation solution, which our main objective is just to become universal acquirer based on, if you go back, please, based on this kind of open banking regulations. Right now, we are in a prototype phase. We are going to pilot 2 regulations. One is in Germany under the PSD2. Partnering with Deutsche Bank. And then we are piloting at the same time as well UK under open banking regulation. And then the idea is once we have a pilot IATA Pay in these 2 countries, and under these 2 regulations is just to do the global rollout of the solution in all those countries where there will be an instant payment or real-time payment scheme. And the second requirement that we need in order just to implement IATA Pay is that we need to have this kind of open banking landscape or environment. So, why IATA Pay? IATA Pay is, first of all, it's important just to highlight, and that is something that I put it in the first slide. It's a solution based by airlines for airlines. So it's a tailor-made solution for airlines. We want to satisfy and to fulfill all the needs of our members, because if you remember, we are representing and we are serving the airline industry. So aligned with our objective to represent, serve, and lead the airline industry, we have as well, IATA Pay is trying just to provide the airlines with a solution to basically to support the direct sales, the direct channel. We are talking about a B2C solution. Then something which is important and is becoming more and more relevant every day is with IATA Pay, we are trying that the airlines will take back the control of their payments. Right now, there are plenty of providers that they are offering plenty of solutions, so IATA Pay is trying just to develop their own solution for the airline industry to satisfy their needs.
And then finally, as we mentioned, it's going to be an end-to-end solution. The idea is when you are looking the purchase process of a ticket, something which right now is not in the hands of the airlines is basically the last part of the process, which is one of the most important part, which is the the payment form that the passengers utilize. And so at the end of the day, they are going to have the control. It's going to be an end-to-end solution, and that is going to give them a lot of possibilities to enhance their loyalty programs, which is every day is more and more important. So then financials. Financials is very important. It's one of the reasons why IATAPay and why IATA is jumping into this situation. And I believe the previous panelists, they highlighted some points with regards to this. Just for your information, the airline industry spent 2 years ago, $8 billion USD in card commissions and fraud. Because that figure is not only the commissions that the percentage that the airlines are paying per each ticket sold through cards, but as well is incorporating the fraud coming from chargebacks, which is one of the main challenges of the airline industry, and I believe that the rest of the industries. And it is expected that this figure will raise till 15 billion USD. So we are talking about a very important challenge especially for the industry, for the airline industry, because obviously IATAPay is focused on the airlines. But I believe that the rest of the industries are facing the same challenge as well. And if you are looking at the distribution change of the airlines, the payment part is becoming every day more and more important as a cost. So with that being said, IATAPay is going to be a strategic project for the airline industry. A strategy for different reasons. First of all, something which is important, and it was in one of the previous slides, is not we are providing the airlines with an efficient, and I'm going to explain a little bit later the main aspects of IATAPay. We are providing an efficient solution to our members, to the airlines. Again, they are going to have the possibility just to keep under their control the data, which nowadays is important, but in the future is going to be crucial for all the industries. And then we are trying just to create a solution in order just to keep them independence with other payment providers, in order just to avoid any kind of unhealthy dependency. And then finally, and that is again is aligned with our mission, we are trying just to protect them of potential future threats. I imagine that you have in your mind, everybody in this room, the giants that I'm referring to in this slide. So we are trying, this is one of the actions from a payments point of view to keep them protected against this threat. Javier, maybe for the audience, can you describe, okay, I want to buy a ticket now, so then what is going to, and sorry to interrupt you before the value proposition, sure. but maybe to explain how is it going to work? Yeah, the way I thought that you were explaining already in French, but anyway. No, I learned. No, the way is going to be very simple. At the time that you will be, again, when you are buying a ticket, that I'm sure that everybody in this room has bought a ticket already in an airline, IATAPay is going to offer like a white-level solution. There is, based on the feedback provided by the airlines, some airlines are going to utilize their branding. I'm not going to mention any, but they are going to put the name of the airline plus pay or whatever they will, again, whatever name they will like to put it over there. So you are going to choose this new form of payment, and then obviously the regulation, because remember that behind the scenes there is this kind of open banking environment. So in somehow we have the only constraint that we are going to have developing IATAPay in the different countries is basically the regulations that we have behind. But in a nutshell, and just looking at the two regulations that we have right now in the scope, the passenger is going to choose their bank, the bank where they have their bank account. Then after this, your bank is going to get the approval, the authorization, because what we are referring, and I understood from your part, is you are mentioning about push payment, but in some occasions what we are doing is a request to pay. IATAPay is going to contact your bank, and we are going to request your bank to initiate a transaction on behalf of one of their customers. Then your bank is going to
through whatever mechanisms they have implemented, they are going to get your approval. In some occasions, it's going to be fingerprint, biometrics, or whatever. It's going to get your approval, and immediately after, a bank transfer will be initiated from your bank account, and it will be received by airlines. And at that time, the ticket will be issued. So it's going to be real time. And something that right now is something that we can mention in the developing of the solution, something which is crucial for us is the customer journey. I mean, and that is something which is one of the key points of the value proposition. We are creating... Just wanted to jump in and maybe I say a word on what DSP do, PSD2, sorry. You can talk in French. Merci. En fait, l'idée donc vous avez la Commission européenne. Ensuite, derrière, on a l'EBA, European Banking Association. Vous avez le Berlin Group. Ces deux entités travaillent sur ce qu'on appelle les guidelines, sur les RTS, pour justement voir quelles vont être les applications pratiques ce qu'on appelle un Payment Initiation Service. Aujourd'hui, donc nous, ce qu'on fait, c'est notamment, on remonte tous les use cases que l'on voit sur le marché. Donc, on parlait tout à l'heure des hôtels. L'hôtel est un vrai cas d'école, hein, puisque vous pouvez payer potentiellement en ligne votre chambre à l'avance. Néanmoins, après, derrière, quand on arrive à l'hôtel, il faut donner sa carte de crédit pour pouvoir donner un déposit. Si la Commission européenne souhaite vraiment proposer une solution de remplacement et un parcours client end-to-end avec une solution connectée à DSP2, donc de push payment, il faut pouvoir prévoir potentiellement un système de blocage du paiement durant votre séjour pour ensuite permettre donc de ne pas utiliser votre carte de crédit, mais utiliser uniquement ce système de push payment. Pour la partie avion, comment ça fonctionne? Très simplement, vous allez avoir un bouton qui va, en plus des autres solutions de paiement, qui va vous permettre d'être redirigé. Donc la tendance du régulateur, c'est qu'on va aller vers un modèle redirect, donc redirigé, comme il se fait, il est appliqué aujourd'hui en Angleterre. Et ensuite, derrière, vous allez rentrer dans votre interface bancaire. Et là, vous allez avoir un ordre de virement pré-rempli avec toutes les bonnes références relatives à votre transaction. Tout ça par API, hein, donc marchand, airline, API vers un third-party provider comme Deutsche Bank. Ensuite, derrière, une API avec ma banque en particulier. Et ensuite, derrière, à ce moment-là, quand je vais recevoir le deuxième facteur d'authentification, notre 2FA, je vais initier un virement de mon compte en banque vers le compte en banque de Airline qui va recevoir l'argent. Les normes sont entre 5 et 10 secondes. Donc là, on a en termes de... Et je vais laisser de nouveau la parole à Javier dans une seconde. Là, on a en termes de real-time payments, c'est que là, si ma banque est disponible en instant payment, je vais recevoir, moi, marchand, l'airline, le paiement dans les 10 secondes. Donc en termes de BFR, c'est très rapide. En termes de risque, c'est évidemment parfait. En termes de réconciliation, j'ai la même référence entre le virement que je reçois et le message en retour du TPP qui confirme la transaction. Donc tout ça est plutôt prometteur. Là, cette année, on travaille encore avec les autorités et les régulateurs sur quel va être le user ID, donc est-ce que ça va être un IBAN, est-ce que ça va être un numéro de téléphone, est-ce que ça va être autre chose. Voilà, mais il y a un fort travail qui est fait à ce niveau-là pour remonter tous les cas d'école du marché et permettre aux régulateurs de pousser dans des directions qui vont vers l'expérience client. And I get back to you about around this customer-centric approach that you want to have. Yeah, there are some points. I mean, it's something that I mentioned already. It's frictionless. Obviously, the main objective, the main goal is just to get this kind of one-click solution that in the beginning perhaps is not going to be possible due to the regulations are not going to be mature enough. But something that from a customer experience point of view, something that IATA will be implementing as well is something which is called the real-time refunds. On many occasions, we are talking about when we are purchasing a ticket, that even whatever payment method you are utilizing, they are deducting immediately from your credit card, or they are taking the funds from your bank account immediately. But then the funny part is that when you are asking for a refund, it takes days or takes weeks until the refund is just arriving or reaching to your bank account or your credit card or whatever.
So in this particular case, I mean, it's going to take the same time when the airline will be taking the funds, and we are going to take the same time when the airline will be, once the refund is approved, it's going to take seconds until that refund is arriving to your bank account. That is something which is going to improve the user, the value proposition. Then from a financial point of view, from the airline industry, it's going to be a no-brainer. I mean, compared with other payment forms that you have right now and the airlines are utilizing and other industries are utilizing, first of all, IATA Pay is a risk-free solution. There is no chargeback. There is no fraud. Second, here, the way in which IATA Pay works is going to charge a competitive fixed fee per transaction instead of the percentage that or other pricing that you can find out in other forms of payments today. And then finally, it's going to improve the working capital. I mean, it's going to take some seconds, the time in which the airline will be receiving the funds, and that is a huge difference compared with other form of payment. And finally, something that I mentioned during the whole presentation is a form of payment built by airlines and for airlines. At the end of the day, something that we are doing as well, which is one of the goals of IATA Pay, is just to define the standards which are going to help or to support the members to utilize this kind of new trend in the payments world, which is the open banking and the East-time payment solutions. And that's all. Thank you very much. Javier. Thank you very much. Maybe 2 questions? Are there questions now or after? Or what do you prefer? Maybe one question, Javier, before we jump into the question of the audience. Yep. When do you expect, will I be able to purchase a ticket with that payment solution by the end of the year? Yeah, the key next milestone for the project, because as I mentioned, we are in a prototype phase, is going to be April. In April, we are going to, in both regulations, we are going to process some transactions in real production. I mean, end-to-end transactions, issuing tickets with normal passengers. And we are expecting that most probably in around summer we will be the passenger will be able to, and they are going to see some airlines utilizing this form of payment, not only in Europe, because something that I mentioned is the idea as well is just to extend as well this form of payment to other countries where the open banking or the request to pay will be already available, which you mentioned in your presentation. For example, India with UPI is one of the countries where, for example, for this new form of payment has a huge adoption, and every year the growth is exponential. Thank you. Avons-nous des questions dans la salle? Quelqu'un a-t-il envie de s'exprimer, de poser une question à Javier ou à Benjamin? Alors n'ayez pas peur, hein, c'est assez souple. Hein. Quand il l'envoie, vous le recevez, ça va, ça se passe bien. Mais Ah, Marie-Astrid. Alors là, il faut catch the box. Hein. C'est ça qui est difficile. Very interesting metrics that you shared, but a question from a customer standpoint. What's the benefit of me using IATA Pay as opposed to using my credit card, with which I have miles that accrue, which of course I'm interested in? It's a very good question, and at the end of the day, I'm hearing and listening this question in every panel that I'm doing. Usually are the same questions. I could be over there and asking myself the questions. But at the end of the day, is I mentioned from a financial point of view, is a huge difference. Remember that I presented in one slide that the airlines were spending like 8 billion USD in other form of payment, and they are going to spend 15 billions. Then that is, at the time that I was talking about the financials, is going to be a game changer from a financial point of view for the airlines. The way just to accelerate the adoption from the passenger's point of view, because I'm a passenger as well, I'm buying tickets, but obviously that is going to be up to the airline. But I can tell you, based on the comments that we are having with airlines, is obviously to incentivize the utilization of this form of payment. And when we are talking about incentivize or to promote, there are plenty of ways just to promote. It's not only with the loyalty, with additional points, that is something that the airlines will be considering. But there are, for example, other type of options to promote this, like the speedy boarding. There is no cost for speedy boarding. So there are plenty of ideas that right now the airlines are thinking how to incentivize this, because as I mentioned, again,
IATA Pay is going to bring important savings from the airline's perspective, and then it's going to be up to the airlines just to accelerate or to speed up the adoption of this new form of payment. Pour compléter le point avec un élément, une statistique, c'est qu'aujourd'hui en Hollande, on a lancé, iDeal a été lancé il y a 10 ans. iDeal aujourd'hui, c'est 60% des moyens de paiement utilisés en e-commerce. C'est-à-dire culturellement, il y a un vrai changement en Hollande. En Allemagne, ce chiffre-là s'élève à 30% avec des acteurs comme Sofort. Et d'aujourd'hui, de lancer une solution pan-européenne avec une marque forte pour les airlines et après derrière aussi pour d'autres industries, il va y avoir à un moment donné, seulement si le parcours client est bon, là, on aura une vraie chance d'être compétitif dans le taux de transformation pour le corporate, dans ensuite la partie financial savings ou réduction des coûts, qui permettront au corporate de proposer éventuellement quelque chose. Et je rajouterai, aujourd'hui, lorsque vous payez en Angleterre, 31% des paiements en Angleterre du e-commerce sont faits par debit card. Donc vous, en tant que client final, que ce soit debit card ou push payments, in fine, ce sera le même débit sur votre compte au même moment. Donc l'enjeu va être de savoir quels vont être les moyens mis en place pour faire comprendre au consommateur final qu'il y a un vrai élément de confiance qui va permettre de payer facilement, rapidement et potentiellement, oui, avec des incentives complémentaires. Une autre question, Marie-Astrid. Alors attention, la caméra est prête, l'appareil photo est prêt. C'est parti, Marie-Astrid, de 2. Oui. Sorry, another question. Most corporate uses, let's say, Amex or any other card provider to book all the corporate travels. So will your interaction be? Because definitely what you're suggesting works for individual travelers, such as all of us here, but we are as well corporate members. So how will you entice the corporate world? That is a very good question as well. Okay. It's a common question. Right now, when you are looking at the open banking regulations worldwide, I mean, it's a solution which fits perfectly, I mean, the retail, let's say in that way, the normal passengers, but in somehow when you are looking at push payment or request to pay solutions in the corporate landscape, again, there is no still a solution which fits for this purpose. Obviously, there are ways to articulate, and even, for example, there are discussions already in the Berlin Working Group in order just to see how basically to meet and basically and to provide or to adjust the solution in order just to meet or to solve or to fix that gap. But the reality is right now, the solution, there will be a gap when you will be thinking IATA Pay for the corporates. But it's obviously something which is going to... C'est clairement un point qui a été remonté à IBA et à Berlin Group, ce que Ravi mentionné. C'est vrai pour ce cas de figure. C'est vrai pour un cas de figure qui est lorsque vous avez des standing orders ou installments, quand vous avez des abonnements. On parlait tout à l'heure de l'expérience Uber, on peut parler de l'expérience Apple with iTunes ou les apps que vous achetez. Demain, avec le Second Factor Authentication, il y a, quoi qu'il arrive, une vraie réflexion à avoir sur tous les moyens de paiement. Dans le cas des corporates et des paiements des voyages, ça va être potentiellement différent, avec quelques exemptions. Mais par contre, sur la partie utilisation au jour le jour, notamment pour paiement iTunes, c'est un vrai sujet. Et donc tous les corporates y réfléchissent. Nous, on réfléchit avec eux pour remonter les points, pour que ce soit intégré dans les réflexions et les développements, ces aspects-là. Parcours hôtelier aussi était un point qu'on a remonté et sur lesquels on pousse pour avoir une vraie possibilité d'utiliser le push payment partout. On va s'arrêter là pour les questions. Merci infiniment. Muchas gracias, Javier. Merci, Benjamin. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Alors, quelques petites indications pour la suite. Ben, c'est pas compliqué, à 12h15, les ateliers. Courez. Ensuite, le déjeuner.
Le déjeuner, comme toujours, derrière, on peut s'asseoir. Là-haut, on peut s'asseoir partout, dans les stands, n'importe où, etc. Et tout en haut, à la Corbeille, si vous n'êtes pas encore allé, vous pourrez déjeuner aussi à la Corbeille et découvrir à quoi ça ressemble. Voilà. Puis ensuite, à 14 h, les ateliers. Et de nouveau, session plénière à 14h45, à la fois pour ici et pour l'espace FinTech. Voilà. À tout à l'heure.